bonsoir et bienvenue sur Canal 3 Bénin, canal3télévision.com. Ambiance spéciale dans les studios radio et sur les plateaux de télévision. À quelques 24 heures de démarrage de la campagne pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain, pour une campagne essentiellement médiatique, la HAC joue pleinement sa partition. Les médias vont-ils pouvoir tenir ce pari, surtout que le contexte n'est ni à la propagande, encore moins aux réunions. Question à mes deux débatteurs du jour. Prudent Nassé, bonsoir. Bonsoir Raymond. Prudent de La Voix de Tado, c'est bien ça. C'est bien ça le nom. La fois dernière, j'ai dû faire quelques recherches pour savoir que c'est La Voix de Tado, non, Tado FM. C'est le nom officiel de la radio. Voix de Tado, merci. Et face à lui, Elojo Kambawa, directeur général du quotidien ou du groupe de presse, c'est bien ça, l'opinion d'aujourd'hui. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. L'apparition du jour, c'était quoi déjà? Ouais, c'est lié à les raisons évoquées pour le retrait du protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà, les pré-campagnes, Claudine Prudencio qui s'associe à l'artiste Gégé Lapino. Tout à fait. Voilà, pour la conquête de la On parle de duo gagnant, duo qui enchante toute la commune. De toute façon, on va relayer tout à l'heure. Et vous, c'était quoi le trésor d'aujourd'hui? Bon, mais honnêtement, je me suis attelé dans les productions de la HAC avec l'équipe de Pêché. Je reviens aussi d'un atelier de coproduction à Alada où j'ai passé une dizaine de jours. Donc, honnêtement, je n'ai pas pu participer aux travaux de la conférence. Donc, je ne sais pas ce qui ici est fait, puisqu'on finissait les enregistrements quand j'ai dû vous rejoindre ici. Merci. On a parlé il y a quelques semaines encore, quelques jours, sur ce même plateau, une ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui demande de surseoir au processus électoral, alors même qu'un mois plus tôt, le Bénin avait entrepris une démarche de retrait d'acceptation de la juridiction pour recevoir les requêtes individuelles et des ONG. Et cette clarification du garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui fournit plus d'éléments à la compréhension du dossier. Le Bénin est-il en bonne voie? Même question pour la décision du port de masque rendu obligatoire pour toutes les populations du Bénin. Sujet à débattre dans cette première partie qui s'intéresse avant tout à l'actualité lui est traitée par les parutions du jour. Fraternité donc pour démarrer, 4 ans de fraternité premier cas de coronavirus à Parakou, un autre front s'ouvre pour la réplique, conséquence du non-respect des consignes par un Béninois rentré clandestinement du Burkina Faso. Lutte contre le Covid-19 dans l'espace sous-régional, l'UEMOA adopte un plan de riposte de 5 285 milliards de francs CFA. Et puis mesure contre la propagation du coronavirus toujours au Bénin. Le FODEB félicite le gouvernement et tous ses partenaires. La chronique en toute vérité de Moïse Soumou, citoyen à la barre. Le potentiel riposte contre la Covid-19, les tests systématiques démarrés puis municipal et communal 2020. Prudencio Lapino, le duo de la victoire. On passe à Libération, riposte contre le coronavirus. Le gouvernement Talon veille au grain. Les personnes exposées systématiquement diagnostiquées. Plus d'1 milliard de dons récoltés. Le Soleil Bénin Info, riposte contre la Covid-19. La Banque mondiale renforce son appui aux efforts du Bénin. Patrice Talon qui fait une proposition de taille face au dérapage, au dérapage répété de la CADHP et après le retrait du Bénin du protocole additionnel. La presse du jour à présent. 4 ans de réforme dans le secteur des infrastructures et des transports, des milliers de kilomètres de voies modernes déjà construites. Nord-Sud quotidien, reprise des cours le 11 mai prochain. Les syndicats ont des exigences et puis CADHP le Bénin connaît sa plus forte déception. Matin libre. 1 an après les élections des législatives exclusives, la terre promise est pour bientôt, Dixit, Nicéphore de Soglo, et puis le tandem idéal pour Abomey Calavi, c'est bien Claudine Prudencio et DJ Lapino croient savoir matin libre. Le matinal, campagne médiatique pour les communales, les candidats déjà en studio, Claudine Prudencio et DJ Lapino, le duo gagnant Abomey Calavi, et puis repose contre le Covid-19, le Bénin instaure le traitement présomptif et la chimioprophylaxie. L'indépendant, 4 ans de la rupture, émission temps des moissons, le régime Talon n'a aucune intention de nuire aux journalistes,
rassure Alain Oron. La reprise annoncée de l'école le 11 mai prochain. Les pertinentes propositions du secrétaire général de la COSI Bénin, Noël Chadari, en fin l'air d'un vrai syndicalisme apolitique. Voilà donc qui met un terme aux parutions de ce jour. Très rapidement, on va évoquer avec vous la une de l'opinion aujourd'hui. Oui, la une du quotidien L'Opinion aujourd'hui, comme vous le disiez tantôt. Je le disais tantôt. Il s'agissait des vraies raisons évoquées par le ministre de la Justice et des législations pour le retrait du protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples par rapport à cette décision qui a été relayée abondamment par la presse nationale et internationale. Cette décision relative à la suspension du processus électoral. De l'intervention du ministre... Avant d'entrer dans le fond du sujet, j'oubliais, il y a le jingle qui est là. C'est parti pour le duel. Très bien. Retour plateau, donc oui, on a voulu parler de ces deux sujets. Au niveau des studios radio et des plateaux télévision, la mienne c'est tout autre maintenant, président Nasseo. Naturellement, depuis hier, selon l'agenda convenu par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, pour la campagne justement médiatique, comptant pour les communales 2020, les partis politiques en lice, les 5 formations retenues par la Sénat, ont un calendrier bien établi, aussi bien au niveau des télévisions que des radios retenues dans le cadre de la campagne médiatique au plan national. Les enregistrements sur certaines radios ont démarré hier. Ils se sont poursuivis aujourd'hui, puisque hier j'étais du côté d'Alada où j'ai pu constater que les partis politiques ont enregistré au niveau de la radio qui nous servait de site de production des émissions de l'affaire câble, la radio Lama. Et aujourd'hui, au niveau de Calavi, on a pu, au niveau de Radio Tado, enregistrer les représentants des différentes partis politiques. Et donc, c'est une première. On pourra faire le point après. Mais, quelque part, cette campagne médiatique participe justement de la volonté des acteurs politiques de réduire le poids de l'argent dans nos élections. Parce qu'avec la maladie du Covid, je pense que cette option trouvée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui oblige les partis politiques à ne pas faire de grandes mobilisations pour éviter la propagation et d'aller vers les radios pour porter leur message, va justement induire, je dirais, une réduction du poids de l'argent dans nos élections. Donc, c'est bien regrettable pour certains qui espéraient passer par ces élections-là pour arrondir leurs revenus, notamment ceux qui sont dans la sonorisation, ceux qui sont dans la restauration, ceux qui sont dans la location des bâches et autres. Mais d'un côté, il faut quand même dire que ça soulage les partis politiques parce que l'État leur vient en appui financier et va payer ces prestations-là aux radios et aux médias retenus. On déplore aussi que la presse écrite ne soit pas... Avant de venir là, est-ce que vous croyez effectivement comme prudent que le poids de l'argent va un peu diminuer durant cette campagne-là qui est essentiellement médiatique? Je crois tout le contraire de ce que mon confrère dit, parce qu'en fait, si vous analysez bien la situation, vous allez remarquer que le fait qu'il n'y ait pas de grand regroupement crée un autre aspect de cette campagne électorale. Cet aspect qui permet aux candidats d'aller directement, de faire du porte-à-porte tout le long de la campagne. Les porte-à-porte sont souvent réservés pour les derniers jours de la campagne électorale, mais cette fois-ci, puisqu'il n'y aura pas de grand regroupement, les messages vont être passés sur les chaînes de télé, de radio. Les candidats seront obligés d'aller vers les populations, de les rencontrer chez eux pour leur expliquer la teneur de leur message. Et vous savez, quand ça fait une telle séance, à la fin d'une telle séance, vous savez, il y a toujours cet instant de motivation. Il y a de quoi se rafraîchir. Voilà. Et puis cet instant de motivation ne va pas manquer. Et vous allez constater en fait qu'ils vont miser fort parce que ça va rester dans la discrétion totale. Il ne s'agira plus de faire un grand regroupement pour que les gens disent après tel candidat a donné 1 million, l'autre vient donner un peu plus d'1 million. Ici, ça va rester dans la discrétion totale du candidat et des petits groupes qu'il aura rencontrés. Donc forcément, ils vont dépenser. Et comme il a dit, l'État vient en aide financièrement aux partis politiques. Ils seront repartis cette aide financière pour pouvoir faire face à cette nouvelle donne, parce que ça ne va pas être facile. Non, justement, je disais que cette élection va diminuer un peu le poids de l'argent et je me justifie. Quand on prend les budgets de campagne,
ce qui absorbe le plus, c'est les grands meetings. C'est ça, ce qui absorbe le plus. Ce qu'on paye aux médias, ce qu'on paye pour la mobilisation, pour la location des bases, ce qu'on paye dans le transport. Et tout ça, ça a un coût. Les porte-à-porte ont toujours existé. Et comme nous sommes dans le cadre des élections de proximité, une personne ne recevra pas 2 fois de l'argent. Parce que quand on va vers elle pour la convaincre en lui donnant, comme vous le dites, puis même si on ne pourra pas le prouver, en lui donnant ce qu'on estime pouvoir le motiver à aller voter, on ne reviendra plus sur les 15 jours. Mais et n'oubliez pas... Quand on parle du poids de l'argent en matière électorale, c'est la corruption et l'achat de conscience qui est fait par l'argent, par la contrepartie financière. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas des prestations liées à la restauration. Non, mais aujourd'hui, les partis sont soulagés. Parce que vous savez, autrefois, les partis pouvaient contracter avec les organes de presse pour les accompagner, pour assurer le relais médiatique pour leur activité au cours de la campagne. Aujourd'hui, ils sont dispensés de cela, du fait qu'il y a une restriction dans la dernière décision de la RAC. Ça, c'est important et ça crée du soulagement au niveau des partis politiques. L'autre chose aussi qu'ils gagnent, les partis politiques, c'est justement l'accompagnement de l'État qui prend en charge les frais donc, de leur intervention au niveau des différentes radios. Donc, si un parti avait mobilisé ou avait prévu d'investir 100 millions dans la campagne cette année, ce n'est pas évident qu'ils puissent utiliser ces 100 millions au niveau d'un arrondissement, même si la loi ne leur permet pas de dépenser autant. Donc j'ai donné un exemple juste pour caricaturer. Donc pour moi, c'est un soulagement pour les partis politiques qui déploraient le pouvoir de l'argent. Parce que généralement aussi, on dit que les activités relayées dans les médias, les prestations médiatiques coûtaient aussi cher. Et beaucoup d'hommes politiques le déploraient. Aujourd'hui, ils en sont dispensés et ce n'est pas rien. Je suis d'accord qu'ils feront du porte-à-porte, mais on n'ira pas vers les mêmes personnes 2 fois au cours de la campagne. Oui. Bon, c'est ton avis et je crois qu'on aura le temps d'observer comment ça va se dérouler. Et on est là pour faire. Il y a toujours un gain pour les partis politiques. Oui, il y a un gain pour les partis politiques, mais ce gain est dû au fait des efforts fournis par le gouvernement pour réduire un peu les actes de corruption. Parce que dites-moi, comment les partis politiques mobilisaient les fonds qu'ils dépensaient en période électorale? Donc l'accompagnement qui vient par l'État, c'est du fait que les actes de corruption ont été drastiquement réduits. Les gens n'ont pas eu le temps de faire du faux pour mobiliser de l'argent. Parce que les hommes politiques, nous savons tous comment ils mobilisent de l'argent. Celui qui travaille en tant que, par exemple, un directeur adjoint de cabinet ou un directeur de cabinet, nous connaissons son salaire. Et lorsque celui-là se retrouve en candidat sur une liste dans une localité, on constate que c'est lui qui dépense de façon incommensurable. Et on se pose la question de savoir d'où tient-il tous ces moyens. Aujourd'hui, ils n'ont plus ces moyens. Donc le geste de l'État vient en appoint pour dire attention, nous allons aux élections, on n'a plus besoin d'aller chercher l'argent par des moyens flous, par des voies floues pour aller aux élections. Et donc, c'est un peu complexe et puis là où nous sommes, on doit féliciter les efforts fournis par le gouvernement pour en arriver là. C'est vrai que ça réduit un peu le budget de la campagne. Mais quand on parle du poids de l'argent en matière électorale, pour moi, Eloge Okambawa, je crois que c'est relatif à l'achat de conscience. C'est beaucoup plus le porte-à-porte et qui devient le poche-à-poche. Ce que nous dépensons pour conquérir l'électorat, c'est de ça il est question. Je déplore parce que si on s'en tient à la réglementation en vigueur aujourd'hui, il n'est permis, et d'ailleurs... Il n'y a pas de porte-à-porte. Non, il n'est pas permis, justement. Ouais. Donc, c'est de la tricherie, en fait. Je vous informe que ça a commencé. Non, c'est de la tricherie. C'est de la tricherie. Et je regrette que nous en soyons encore là. Parce que si on s'en tient à la réglementation, aucun chef de parti, en principe, ne devrait continuer par faire du porte-à-porte ou mobiliser. Donc, pour moi, en fait, la corruption électorale vient des partis politiques et non du gouvernement. Le gouvernement a affiché sa volonté de les accompagner, ne serait-ce que pour l'accompagnement au niveau des médias. Mais est-ce que vous voyez des médias qui vraiment sont prêts à tenir le pari? Parce que oui, vous avez commencé par le dire, au niveau des radios-télévisions, il n'y a pas de souci, mais au niveau de la presse écrite. Oui, au niveau de la presse écrite, ça va être difficile, d'autant que, vous savez, il y a une dernière décision. La dernière décision de la RAC qui régule la campagne médiatique indique clairement que ce sont les organes audiovisuels qui vont faire la campagne médiatique. Et il y a des tranches qui sont réquisitionnées à l'issue du précédent Conseil des ministres avant celui d'aujourd'hui. Des tranches sont réquisitionnées, disais-je, au niveau de ces organes-là pour faire passer ces messages et c'est l'État qui en fait face. Mais dans ce choix-là, des organes qui vont faire la campagne au plan national, il n'y a pas les journaux.
Et la réglementation interdit aux journalistes, par exemple, la décision, qui régule la campagne, la décision 22, je crois, qui régule la campagne, indique clairement que nous ne devons pas faire de reportage, nous ne devons pas relayer aucune activité électorale. Et cette décision-là vaut pour les confrères de la presse écrite qui ne sont pas en marge des décisions de régulation de la pré-campagne qui, en premier chef, incombent à tous les professionnels des médias RZ100 au Bénin. J'estime que ce sont les réseaux sociaux qui vont peut-être y échapper parce que là, je ne sais pas comment la RAC peut réguler, mais au moins les médias, nos confrères de la presse écrite ne pourront pas tricher. Ils ont jusqu'au 30 comme nous pour continuer à parler des élections. Après le 30, à l'ouverture de la campagne va démarrer, c'est fini. Mais justement, sur cette question, il y en a qui pensent que c'est le patronat ou que c'est l'UPMB qui n'a pas, en fait, que les deux n'ont pas su jouer leur rôle parce qu'il y aurait eu des rencontres avec la RAC avant que ces décisions ne soient prises. Non, je crois que chacun interprète la décision de la RAC selon la compréhension qu'il en a. Sinon, en fait, pour moi, cette décision n'engage que les organes qui ont été réquisitionnés. Vous savez, nous sommes dans un contexte spécifique. Sinon, en temps normal, la réquisition d'un organe de presse ne devrait même pas exister. C'est une restriction des libertés d'expression et d'opinion. Mais nous sommes dans un contexte... La restriction des tranches. Mais lorsque, par exemple, il y a des gens d'émissions que vous ne pouvez plus faire. Ça, et soyez conscients de ça. Vous ne pouvez plus recevoir, par exemple, un candidat ou un autre. Vous ne pouvez plus faire des débats entre candidats. C'est juste au tranche horaire retenu avec la partie. C'est ça. Il n'y aura plus de débats contradictoires à partir de ce moment. Donc, si ce n'est pas que le contexte spécifique créé par la prévention du Covid-19 qui a créé ça, en temps normal, on devrait dénoncer ça. Mais nous sommes tous des patriotes et on doit travailler de manière à ne pas faire accentuer plutôt la propagation du Covid-19. Et donc, c'est par rapport à ça que cette décision a été prise. Et cette décision, aucune campagne n'a jamais été officiellement préparée de cette façon pour impliquer les médias au premier plan. Mais aujourd'hui, c'est fait que c'est seulement les médias qui peuvent faire la campagne. Et on ne peut pas solliciter tous les médias. On se connaît. Donc, certains médias ont été réquisitionnés. De la même façon, on ne peut pas empêcher les médias qui n'ont pas été réquisitionnés d'accompagner le processus électoral. C'est de ça qu'il est question. Il est question de ce que nous sommes dans un pays démocratique et l'organe de presse ou un groupe de presse, on ne peut pas l'empêcher qu'il soit réquisitionné ou pas, on ne peut pas l'empêcher d'accompagner le processus électoral. Je m'explique. S'il est réquisitionné, ça suffit déjà qu'il accompagne le processus, il rentre dans un contrat pour accompagner le processus électoral. S'il n'est pas réquisitionné, il accompagne le processus électoral et ceci démocratiquement et conformément au règlement prescrit par la RAC en ce moment-là. C'est de ça qu'il est question. Si les gens journalistiques qui nous permettent de relayer, de diffuser l'information électorale sont proscrits, comment est-ce que les médias, aussi bien classiques que traditionnels, les organes qui ont été réquisitionnés, les journaux ont une existence légale qui leur est attribuée par la RAC. Attention, je ne pense pas que les journaux soient... On doit interpeller la RAC. Je ne pense pas que les journaux... tel que vous parlez, c'est d'accord que la presse écrite peut continuer par... C'est pas évident, parce que la presse écrite a une existence, les organes de presse écrite ont une existence légale qui leur est donnée et concédée par la haute autorité de l'audiovisuel de la RAC. Et la décision de régulation de la campagne électorale a toujours existé et a toujours engagé le fonctionnement des organes de presse écrite. Non, ce n'est pas la même décision. N'oubliez pas, la RAC est une institution constitutionnelle qui régule le fonctionnement de l'audiovisuel, mais aussi de la communication dans notre pays. Donc, je ne pense pas que les organes de presse... C'est 2 semaines, Déjà, puisque vous êtes journaliste, et que je le suis aussi, et que nous avons diverses interprétation de la décision. Non, je préfère que la RAC... Je suis clair. On n'a pas dit que cette décision-là s'applique seulement aux radios, télé... La RAC même ne l'a pas dit explicitement. Non, mais la décision de pré-campagne a engagé aussi bien les organes de presse écrite que les organes audiovisuels. La décision de pré-campagne... Donc pourquoi voulez-vous que la décision de campagne engage seulement les radios ou les télé? La décision de pré-campagne n'a pas réquisitionné des organes. Dans quel genre, vous, promoteurs d'organes de presse, en tout cas, vous qui avez des entreprises, je suis d'accord que je comprends qu'il y a des charges à gérer, donc il y a des obligations, mais vous empêchez donc de vivre de votre travail pendant 2 semaines, parce que quand on arrive à proscrire tous les gens qui vous permettent, par exemple, de rendre un service dans une presse écrite, je vous promets, je suis sûr que les conseils de la radio à l'écoute, et on aura au moins un, peut-être soit du matin qui viendra dire ce que c'est. Permettez-moi de dire, mon cher confrère, que cette décision qui ne permet plus à ces organes
de faire c'est 2 dans les semaines gens, quand même. dans les gens. Tout à fait. Le contre. On nous interdit de parler des élections. Concerne exclusivement les organes réquisitionnés. De toute façon, on autant fermer les autres organes s'ils sont concernés. Ça montre clairement qu'on a un besoin d'éclairage sur ce plateau. Il faut que les LAC viennent nous dire ce que c'est. Vous avez dit tantôt le contexte c'est la Covid-19, cette crise sanitaire-là, et le chef d'État Patrice Talon qui est intervenu dans un débat la fois dernière par voie téléphonique. Est-ce que vous comprenez rapidement? Et ensuite, il y a le port de masque qui est rendu obligatoire dans tout le Bénin. Est-ce que vous comprenez ces deux gestes-là? Le chef d'État qui intervient, le port de masque qui devient obligatoire. Oui, prudent. Oui, sur l'intervention du chef de l'État, il faut quand même dire que ça participe d'une démarche pédagogique. Quand le président est rentré en 2016 de l'Europe, après le fameux pardon que son prédécesseur lui a accordé, il a rencontré quelques journalistes et là j'ai vu que c'était quelqu'un qui a une grande capacité de persuasion. Et donc, s'il estime que son ministre n'a pas pu satisfaire les attentes du bas peuple à travers une question vraiment spécifique et qu'il intervient, c'est à son actif. Et ça montre la capacité de l'homme à vouloir être compris de tout ce qu'il fait et de son peuple. Donc c'est aussi un geste d'humilité. Mais tel que le président est intervenu, c'est inédit. On n'a jamais vu cela dans notre pays et je pense que c'est à son actif. Mais pour ce qui est, je vais dire, du port de masque obligatoire, je pense que c'est une bonne mesure parce que beaucoup de nos compatriotes gèrent difficilement les restrictions liées au cordon sanitaire où beaucoup de nos concitoyens sont en cessation d'activité. Vous savez, nous ne sommes pas un pays où la majeure partie des citoyens travaillent dans le formel, donc il y a beaucoup de gens qui sont dans l'informel et la cessation d'activité dans beaucoup de domaines a engendré des difficultés au niveau des ménages. Donc, si on généralise le port de masque, on va certainement relancer l'activité économique. Ben, c'est déjà bien qu'on ait pu expérimenter le port de masque dans les grandes villes du cordon sanitaire. La généralisation vient d'être décrétée et on estime que ça va porter ses fruits. Il y a aussi un facteur important et qui a été à l'actif justement de cette volonté du gouvernement, c'est le nombre de guérisons qu'on a observé. C'est inédit en Afrique. Et donc avec ces chiffres... Est-ce qu'on peut dire donc que la situation est sous contrôle? Sous contrôle, justement. Avant de venir à cela, oui, dites-nous, l'intervention du chef de l'État, c'est une première au Bénin. Est-ce que vous avez compris un peu le message que Patrice Talon voulait passer? Oui, il est clair que de cette intervention, on comprend clairement que le chef de l'État est à l'écoute de son peuple et qu'il a, tel que mon confrère le disait tout à l'heure, qu'il a cette grande capacité de persuader et de se faire comprendre. Et c'est déjà ce qu'on veut pour un chef d'État et on n'en demande pas plus. Et par rapport à ça, par rapport au contenu même de son intervention, un truc très banal, je comprends simplement que la chloroquine est disponible à la pharmacie pour nous tous. Les plus intelligents doivent comprendre qu'en cas de petit bobo, qu'il se rende dans un centre de santé, qu'il se fasse prescrire la chloroquine et qu'il aille l'acheter pour l'administrer selon les prescriptions. Et c'est déjà une bonne mesure. Ça en fait la polémique autour de la chloroquine. Surtout que nous sommes en période de saison pluvieuse là actuellement. Oui, vous savez, on a toujours utilisé cette molécule-là. Nous tous, on l'avait pris proprement. On est debout, on n'a pas eu de problème. Donc ce n'est pas l'Africain que cette molécule dérange. C'est plutôt ceux qui en font toute une histoire de l'autre côté. Permettez-moi de ne pas citer de nom ici. Mais il est clair que l'efficacité de la chloroquine a été démontrée et prouvée. Et donc, à partir de ce moment, le gouvernement, en rendant la chloroquine disponible dans les officines et pharmacies et en subventionnant même le prix, nous permet d'en disposer, d'accord, selon les prescriptions, les recommandations sur cette molécule et de se prémunir de ce mal. Le port de masque obligatoire, ça nous permet de se protéger. Les tests sont disponibles pour dépister et isoler les cas suspectés. Les gestes barrières sont prescrites et je ne crois pas que c'est le gouvernement qui viendra nous dire de se laver les mains, qui viendra prendre nos mains pour qu'on se les lave. Donc à partir de ce moment, la les nécessité d'une prise de conscience collective s'impose. Est-ce que vous croyez, c'est là la question, est-ce que vous croyez que le 11 mai, effectivement, on pourra retourner ou retrouver les activités essentielles, un peu comme ça a été annoncé? C'est impératif.
C'est impératif parce que les enfants, ils sont déjà à la maison depuis un certain temps. Et quand on voit un peu ce que l'État engloutit dans, dans le secteur éducatif par an, c'est énorme. Perdre tout ça, ça va être vraiment du gâchis. Et quand on voit la masse salariale, la validation d'une année, et ce que ça engendre comme surcoût, aussi bien pour les parents que pour l'État, il va falloir trouver le juste milieu pour permettre de sauver cette année scolaire et académique qui fait partie quand même des années les plus réussies sur le plan éducatif, où on a commencé par voir le fruit des réformes à travers, depuis quelques années maintenant, les résultats produits par le secteur public aux divers examens. Justement, sur la question, sur le port de masque obligatoire, est-ce que les enfants iront à l'école avec des masques aussi? Est-ce qu'il y aura vraiment tout ce... est-ce qu'ils prendront tous les soins possibles au sujet de ces masques-là? C'est ça l'interrogation. C'est un peu délicat pour le cas des enfants. Mais je crois que le ministre de la Santé est en train de réfléchir sur la question. Et vous savez, la gestion même d'une année scolaire ne dépend pas du gouvernement uniquement. Ça dépend aussi des acteurs qui sont dans le secteur. Et ces acteurs-là, ils sont représentés par les syndicats, par un certain nombre de mouvements dans le secteur. Et je crois que déjà, à travers des prises de position, ils ont déjà engagé le débat. Et il doit pouvoir s'entendre sur le juste milieu pour voir ce qui va être vraiment optimal pour la gestion de la crise. Oui, non, mais moi je pense que le dialogue entre les acteurs sociaux et le gouvernement sur la relance des activités dans le secteur éducatif ne posera aucun problème. Il y a une bonne harmonie qu'on observe depuis un certain temps. Et ici, sur la question justement des enfants, je pense que les sachants en la matière doivent être à l'œuvre actuellement. Vous savez que le gouvernement du Bénin consulte aussi bien des spécialistes ici qu'à l'étranger. Donc cette problématique doit pouvoir être résolue avant qu'on y aille, c'est évident, puisque le 11 mai, c'est encore dans plusieurs jours, et on trouvera le juste milieu, d'autant que nos classes, les écoles n'ont pas des classes aussi bien vastes pour que la question de la distanciation sociale puisse être observée. Il va falloir faire le choix du masque au-delà de la prescription des gestes barrières. On n'a plus que 2 minutes, on va aborder le dernier sujet. Je voulais qu'on aborde en pêle-mêle, le sujet sur cette déclaration de retrait du Bénin. Comment la voyez-vous? C'est vrai que la fois dernière, vous avez déjà commencé par aborder le sujet, le jeu Kamara. Oui, on l'avait déjà prédit ici la dernière fois que le gouvernement aura le choix entre se conformer à cette ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ou carrément se retirer de ce protocole-là. Ça n'a pas raté, le gouvernement a retiré de ce protocole la possibilité aux citoyens et aux ONG de se porter directement vers cette cour pour déposer des plaintes. Parce que quand vous regardez un peu et de l'intervention du ministre de la Justice qui est venu clarifier un peu les raisons pour lesquelles le Bénin s'est retiré, on retient qu'en fait ce n'est pas exclusivement dû à cette dernière ordonnance relative à la suspension du processus électoral sur une plainte de l'homme, du chef de parti politique Sébastien Adjavon, mais plutôt à une situation entre deux entreprises privées, la Société Générale des Banques et une entreprise une entreprise libanaise, voilà, et dans laquelle la Cour est intervenue et qui est allée même jusqu'à toucher le code foncier béninois. Toute chose qui a fait qui n'a pas plu au gouvernement, et il était quand même normal que sa réaction soit... Aujourd'hui, il faut quand même comprendre que le gouvernement actuel est dans son rôle, parce que les accords internationaux sont ratifiés par le chef de l'État, donc le président de la République, chef du gouvernement, et nous savons que quand on prend le nombre de pays africains qui ont souscrit à ce protocole, il y a moins de 30 pays qui ont souscrit. Et ça pose un problème de représentativité, de crédibilité de cette institution africaine, parce que l'Union africaine, à travers ses instances continentales, doit pouvoir marquer, je dirais, sa crédibilité. Et donc, si déjà, dans les accords, beaucoup de pays ne se retrouvent pas et se retirent, il va falloir que les chefs d'État revoient ce protocole-là, repense le protocole pour que ça fasse l'unanimité. Évidemment, le gouvernement qui est là a hérité
de ce protocole-là du précédent gouvernement. Ils ont estimé que c'est en déphasage avec leur vision. Ils se sont retirés. C'est vrai que c'est un droit qui est conféré au président de la République. On avisera après, puisque ce n'est pas aussi... on constatera, je dirais, après, puisque c'est le prochain président qui décidera si le Bénin va y retourner. Merci à vous, oui. Je ne veux pas que le gouvernement ne s'est pas contenté de se retirer, mais oui, a fait une proposition, tout à fait. Merci à vous, Lojo Kambawa, directeur général du groupe de presse L'Opinion aujourd'hui. Merci à vous, Prudent Nasséou, de la voix de Tado à Calavi, à Calavi. Vous êtes d'ailleurs qui serez également pour la campagne médiatique. Merci, donc on va laisser place pour le journal télévisé.